Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express. Merci d'avoir choisi TV5 Monde avec nous sur le plateau de MOE, une virtuose de la flûte. Soyez la bienvenue Aïssam Jalal, merci d'être avec nous. Votre instrument est à vos côtés. On aura la chance d'entendre un de vos morceaux en direct tout à l'heure. En 2011, on s'en souvient, vous lanciez Rhythm of Resistance, qui allie jazz et musique traditionnelle. 2011, année du soulèvement en Syrie. Vous sortez un nouveau CD qui s'appelle El Akhalin. Les autres, c'est en duo avec le rappeur palestinien Oslob. Avec nous également Moulay Bachir Belkaïd. Bienvenue à vous. Vous êtes islamologue, essayiste et vous êtes l'auteur du livre L'Occidentalisme, regard arabo-musulman sur l'Occident, édition Éric Bonnier. Avant de vous entendre, connexion Téhéran. Connexion Téhéran, où l'on retrouve la jeune journaliste Sarah Saïdi. Elle publie cette semaine dans l'hebdomadaire français Le 1 un reportage intitulé « Une jeunesse sacrifiée en Iran ». Elle a aussi réalisé une vidéo sur les Iraniennes qui ont décidé de retirer leur voile, vidéo réalisée pour les Haut-Parleurs, la chaîne des jeunes reporters francophones. Regardez. Avez-vous déjà vu une haut-parleur voilée? Eh oui, moi c'est Sarah et je vous parle depuis l'Iran. Ici, le voile est obligatoire depuis 40 ans. Certaines voudraient que ça change, mais c'est pas si simple. Venez, je vous explique. Depuis quelques mois, on entend beaucoup parler des filles de l'avenue d'Enrelob, du nom de cette avenue qui s'appelle Enrelob, c'est-à-dire Révolution. Les filles montaient sur ces armoires électriques, comme celles que vous voyez derrière moi, pour être bien visibles. Depuis, ils ont réaménagé les armoires électriques en question pour que les filles puissent pas monter dessus. La pionnière était Vida Movahed, 31 ans et jeune maman. Elle est restée sur cette armoire électrique en brandissant un bâton sur le bout duquel elle avait suspendu son voile blanc. Elle est restée 20 minutes avant d'être arrêtée. Elle a été arrêtée, mais ça n'a pas empêché d'autres femmes de suivre son exemple. Narges Hosseini, 31 ans, a été la seconde. سعی کنم فیکس خودم رو نگه دارم و هر آن امکان این بود که مثل اینکه یکی بزنه زیر پات خالی بشه من بیفتم و من تمام تلاشم این بود که بمونم ایستاده بمونم. Les photos et vidéos de ces femmes ont envahi les réseaux sociaux. On y a même vu une femme en tchador et un homme qui montraient leur solidarité. Alors, est-ce un mouvement de fond? Est-ce que cela signe la fin du voile en Iran? Je vous propose de faire un petit retour en arrière pour mieux comprendre. Au début du XXe siècle, le régime du Shah avait interdit le voile, une loi qui n'avait pas été bien accueillie. En 1979, avec la révolution et l'avènement de la République islamique, le voile devient obligatoire, au départ pour les femmes actives, puis pour toutes les femmes. En fait, la révolution islamique a fait des morts. On les appelle les martyrs de la révolution. Du coup, pour certains, le voile des femmes représente le respect pour ces morts et l'ADN de la République islamique. Vous suivez la logique? Au fil des années, la tenue s'est allégée. Les voiles sont devenus plus colorés, les manteaux plus courts et les pantalons plus serrés. Souvent, le voile couvre à peine les cheveux ou tombe négligemment sur les épaules. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de filles se prennent en photo sans le voile. Le net, c'est un espace un peu ambigu. C'est publié en ligne, donc public, mais on est chez soi, dans le privé, donc on peut se dévoiler. Bref, les Iraniennes rusent. Mais que risquent exactement les Iraniennes qui ont décidé d'enlever leur voile ici dans la rue? 29 d'entre elles ont été interpellées selon les autorités. Elles risquent des coups de fouet, voire la prison, histoire de dissuader les autres de continuer ce mouvement. Narges Hosseini, elle, a passé 20 jours en prison. Les gens se sont cotisés pour payer sa caution de 12 000 €. Elle est accusée de délits graves, corruption morale et prostitution. Rien que ça. Elle a été condamnée à 2 ans de prison, dont 3 mois fermes, mais ne regrette pas son geste. من واقعا میگم که من وقتی این حرکت رو میخواستم بزنم من یه پشتوانه‌ای داشتم و مطمئن بودم اون بیرون من وقت بازداشت بشم این بیرون هستن آدمایی که دلشون برای من میتپه و این بهترین تغییر اینه که آدما بپذیرن که یک فکر مخالفی هست ولی من این حقو به طرف مقابلم نمیدم که به اجبار چیزی رو به من تحمیل بکنه. Les conservateurs restent fermes, mais les choses commencent à bouger du côté du gouvernement réformateur. Juste au moment où les réseaux sociaux s'enflammaient à propos des filles de l'avenue d'Enrelob et que ça devenait un débat national, le gouvernement a publié un sondage qui affirme que la moitié des Téhéranais considèrent que le voile doit être un choix. C'est un signe discret, mais rien que le fait qu'ils aient fait un sondage là-dessus, c'est reconnaître qu'il y a des avis qui divergent. Les choses avancent tout doucement ici en Iran, mais c'est encore loin d'être la fin du voile parce que c'est la base du système ici.
Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que l'Iran ressemblera de nouveau à ça un jour? Et dans vos pays respectifs, qu'en est-il de la question du voile? N'hésitez pas à commenter en dessous de cette vidéo et à aller regarder d'autres vidéos des haut-parleurs. Merci beaucoup. Voilà, justement, puisqu'elle s'adresse à nous toutes et à nous tous, Naïsam Jalal, une réaction que vous inspire ce reportage et cette question récurrente du port du voile, que ce soit dans le monde entre guillemets musulman ou pas? Mais en fait, la question du voile, c'est la question du corps de la femme. C'est-à-dire le corps de la femme, encore une fois, on veut lui imposer comment il doit se présenter, en fait. Et moi, je suis pour que la femme décide de comment elle veut se présenter, en fait. Si elle a envie de se mettre en mini-jupe, elle se met en mini-jupe. Si elle a envie de se voiler, elle se voile. Si elle a envie de s'habiller entre les deux, elle s'habille entre les deux. Donc c'est pas au Shah d'Iran décider, ni au tenant de la révolution Voilà, islamique. c'est à chaque femme de décider de comment elle a envie de s'habiller. Et c'est pas non plus, c'est ni aux politiques, ni à la publicité, ni aux commerciaux, ni voilà, c'est à chaque femme d'avoir la liberté de son corps. Moulay Bachir Belkacem, c'est vrai que c'est jamais anodin. L'histoire le montre, la tenue des femmes, qu'elles soient dévêtues, qu'elles soient trop habillées. Vous êtes islamologue. Pourquoi cette question du voile est-elle omniprésente dans le débat public un peu partout dans le monde, en tous les cas en Europe notamment, dans les pays francophones et dans le monde musulman? Alors ça tombe bien parce que j'ai écrit un livre que j'ai sous les yeux, voilà, Le voile démasqué. Le voile démasqué. Et puis où j'ai expliqué que le voile n'a rien d'islamique. Ce n'est pas une spécificité islamique. Il datait du XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Et que la société à cette époque-là était divisée en deux castes, c'est-à-dire les nobles et les esclaves. Et ce sont les femmes nobles qui portent le voile comme signe distinctif. Et cette tradition a été perpétuée jusqu'à l'avènement de l'islam. Et d'ailleurs, la tradition nous rapporte qu'Omar ibn Khattab a frappé une esclave parce qu'elle portait le voile. Donc, le fait, ce geste-là, comment dirais-je, traduit une transgression. Ouais. d'un statut social. Si on prend l'Iran aujourd'hui, on vient de l'entendre par exemple, porter le voile, c'était rendre hommage aux martyrs, entre guillemets, en Iran, ceux qui sont tombés sous le régime du Shah. Est-ce que c'est un signe d'hostilité à l'Occident? On sait que les hommes, par exemple, en Iran, les responsables politiques notamment, ne portent pas de cravate par distinction de l'Occident. Ou est-ce qu'on est dans le religieux purement? Non, mais l'habit, n'a rien à voir avec la religion. L'habit, c'est une coutume, c'est en rapport avec la culture et avec la mode, avec d'autres choses. La religion, c'est autre chose. Voilà donc pour cette réaction à ce reportage des haut-parleurs. On va maintenant parler musique avec vous, Naïsam Jalal. On va sans plus attendre écouter un extrait de Ma Dalesh Had Fi Bayt, il n'y a plus personne à la maison. C'est l'une des 14 chansons de votre album réalisé en duo avec le rappeur palestinien Oslo. Ça s'appelle El Akharin. Les autres, on écoute. أول مرة الشمس بتطلع ووراي مكتملة باسبور إقامة كل الأختام موجودة شعور غريب مثل كل الغرباء زي اللي عندهم انفصام بالشخصية اجري الشمال علاني بطابور الاحتمال سنة ونص يقاربوا على الاكتمال مدينة كبيرة بتساعي العنصري والعرصة وابن الحلال تذكرت أيام الأولى صديق طلب اللجوء خبرني الفوتة مع الشنطة صعبة خليلي الشنطة معك لأنه فايت قبلك صحيح أنا ملبك لكن بساعد الصيني فات والهندي فات والتركي فات بمشهد أممي وبعدني ناطر الطابور طويل وفي ناس ناموا هون كل الليلة في ناس جايين لحالهم وناس جايين مع عيلة طويل الابتسامة النص التاني يرسمها وهيك الوقت بمضي أحمد فل ونسي الشنطة بإيدي عرفت اسمه بعد ما نبشت كل أغراضه كنزي وبنطلون وتياب عادي كتاب فرنسي وورقة مكتبة محطوط عليها رقمه Naïsam Jalal, de quoi parle au juste cette chanson? Il n'y a plus personne à la maison. Il ne reste plus personne à la maison. Il ne reste plus personne à la maison, c'est un texte qu'Ousloub a écrit sur la situation des pays du Proche-Orient principalement, mais des pays arabes en règle générale.
Dans les shahad fil bayt, ça veut dire qu'il ne reste plus personne à la maison. En fait, la maison, c'est un peu une métaphore de nos pays qui se vident de leurs habitants, que ce soit en Palestine, que ce soit en Syrie, que ce soit même en Égypte, de tous ces gens qui fuient à la fois la guerre, à la fois des révolutions qui ont été confisquées, la violence physique ou économique des régimes dictatoriaux et ultralibéraux de nos pays, en fait. Donc, pourquoi ce titre, Al-Akharin, les autres cette thématique, on la retrouve tout au long de l'album comme un leitmotiv, l'exil, le déracinement. Oui, les autres c'est parce qu'en fait, Ousloub, il est palestinien, né dans un camp de réfugiés au Liban. Moi, je suis fille d'immigrés née en France. Et quand on a monté ce groupe avec Ousloub, on essayait de trouver un trait d'union, voilà, un dénominateur commun. Voilà, et en fait, ce dénominateur, c'était que chacun, à notre manière, on avait incarné la figure de l'autre dans les sociétés dans lesquelles on avait grandi, vécu. Et du coup, on avait envie d'interroger cette figure de l'autre dans les sociétés d'aujourd'hui. Alors, on est allé à la rencontre d'Ousloub, ce rappeur palestinien. Peut-être juste d'abord quelques mots. Comment une flûtiste de jazz se marie musicalement, si l'on peut dire, avec un rappeur? En fait, le premier enregistrement que j'ai fait dans ma vie, c'était avec un rappeur français. J'ai beaucoup travaillé avec un rappeur libanais ensuite par la suite. Le hip-hop, c'est vraiment quelque chose, parce que je suis née en banlieue parisienne, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de mon univers musical. Et la question, c'est aussi comment est-ce qu'un rappeur peut faire de la musique avec une flûtiste. Et je pense que c'est aussi le fait qu'Ousloub, c'est quelqu'un qui est musicien et qui a une grande ouverture d'esprit musical. Il m'a fait découvrir des musiques de musique classique d'Inde du Nord. Il m'a fait découvrir des musiques iraniennes. Il m'a fait découvrir... Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui est super curieux musicalement. Et du coup, je pense que c'est la curiosité de l'un envers l'autre et réciproque qui a fait qu'on a pu justement trouver ce territoire commun qui est le territoire des autres. La magie a opéré, le territoire des autres, Al-Akharin. Puisque vous parliez de hip-hop, je précise que vous serez en concert le 30 juin au Festival de Saint-Denis, près de Paris, Festival hip-hop Saint-Denis. Eh bien, on est allé à la rencontre de ce rappeur palestinien Ousloub. Regardez, c'est avec Clément Aline. Comme l'a dit Hassan Kanafani, l'être humain est une cause à défendre et chacun porte en lui sa cause. Je parle de moi en tant que Palestinien ici dans le monde, que ce soit en tant qu'Arabe en France ou Palestinien ailleurs, réfugié. Je parle des guerres, de la pauvreté, de tout ce qui me concerne. Le rap, c'est une arme pour s'exprimer sur les conditions de vie des Palestiniens, que ce soit dans les camps de réfugiés au Liban ou en Palestine. Moulay Bachir Belkaïd, peut-être une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Ça fait écho à votre livre Al-Akharin, les autres. On verra qu'il est question des autres dans votre livre. En tout cas, vous appelez de vos voeux à ce que le monde arabo-musulman s'intéresse aux autres d'un point de vue critique, qu'elle soit positive ou négative. Mais une réaction à ce qu'on entend souvent en ce moment, c'est vrai qu'il y a cette question de déracinement, d'exil, la Syrie, la Palestine, bien d'autres pays encore tourmentés. Comment expliquez-vous cet état du monde arabe aujourd'hui? C'est la faillite démocratique. Le fait que le monde arabe se trouve coincé entre deux dictatures, la dictature militaire et la dictature religieuse, plus la dictature de l'ignorance. Mais ça, on avait pensé que c'était terminé en 2011 avec le départ de Ben Ali, entre guillemets, le moustachu et le barbu, si on résume votre propos, à savoir la dictature comme on a aujourd'hui en Égypte et l'intégrisme comme on a dans d'autres pays. Le départ d'un dictateur, on explique, mais il y a la mentalité. C'est la mentalité, ce qui est difficile à changer, c'est la mentalité. Un dictateur, une mentalité ne change pas du jour au lendemain. Mais il faut toute une éducation, un processus. Une pratique aussi. Une pratique aussi. Donc, il y a des idées nouvelles pour irriguer ce processus démocratique. Et la démocratie, ce n'est pas du jour au lendemain. C'est un combat, c'est une lutte acharnée. On voit qu'en Tunisie, par exemple, depuis des années, effectivement, ce processus est en cours. C'est pas gagné. C'est pas gagné encore. Ouais. C'est pas gagné. Naïsam Jalal, on va parler de cet autre CD avec vous, Liqa, qui veut dire rencontre, une rencontre née il y a 10 ans avec Azem Chahine, un virtuose du oud égyptien. D'abord, peut-être un mot musical avant de parler des titres qui sont, entre guillemets, engagés, en tout cas parfois douloureux, Résignation douloureuse, Premier automne à Beyrouth, Gaza sous blocus. Musicalement, là encore, permettez-moi la question, mais une flûtiste et un joueur de oud
Normal? Oui, ça va de je veux soi. dire, oui, en fait, moi je suis musicienne, je ne Ouais. me pose pas la question de... Il n'y a pas de frontières dans la musique. Et les frontières, elles sont imaginaires, en fait. Mais qu'est-ce que ça demande en termes de travail musical? Ça demande beaucoup de répétitions? Ça demande, oui, du travail. Après moi, j'ai quand même vécu 3 ans au Caire. Ouais. J'ai étudié avec des maîtres de musique égyptienne qui ont aussi été les maîtres de Hazem. J'ai étudié le Naï au Grand Institut de musique arabe de Damas. Enfin, je veux dire, je suis quand même... je suis pas du tout une spécialiste, mais je veux dire, je suis accoutumée en fait à la musique traditionnelle. Et puis on a le sentiment arabe. qu'au-delà de la musique, vous la mettez au service d'une cause, peut-être le mot était un peu fort, mais en tout cas d'un message, Rhythm of Resistance. Et ça, on retrouve ce leitmotiv aussi, à la fois dans votre musique, c'est la résistance en fait. Oui, bien sûr. Et je pense que Hazem, c'est un des musiciens les plus engagés aujourd'hui d'Égypte. C'est le fondateur d'un groupe qui s'appelle Eskenderila, qui a chanté sur la place Tahrir pendant la Révolution, qui était tous les jours sur la place Tahrir. C'est une figure de la Révolution égyptienne, Hazem. Donc on a enregistré cet album avant la Révolution, où ça faisait... on l'a enregistré en 2011, donc c'était les tout débuts de la révolution, de la révolution égyptienne. Ouais. Mais donc du coup, je veux dire, la question se pose pas, on se dit pas, est-ce que c'est compatible ou quoi. On a envie de jouer ensemble, on a envie de partager et on vit l'expérience. Voilà. Et alors vous, en 2011, 2 mois avant le début du soulèvement en Syrie, vous êtes dans le pays de vos parents, 2 mois avant, c'est bien cela. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des nouvelles des proches qui sont encore en Syrie? Oui, j'ai des nouvelles. Donc, depuis 7 ans, évidemment, ils ont dû beaucoup se déplacer. Parce que j'ai de la famille qui est à Alep et j'ai de la famille qui est dans le département d'Idlib, on pourrait dire, la région d'Idlib. Et donc, quand c'était les gros bombardements à Alep, ils ont dû se déplacer dans les villages dont on est originaire. Et puis, vice-versa. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui meurent parce qu'il y a des bombardements récurrents du régime syrien. Ils doivent aussi se battre contre les mouvements islamistes qui sont Jabhat al-Nusra ou Daesh pour pas qu'ils prennent le pouvoir. Après, c'est un combat de tous les jours. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'on soit pas plus solidaire de ces gens-là parce qu'en fait, on parle toujours du régime, on parle des intérêts russes, des intérêts machin, en fait, et on oublie qu'il y a des gens, en fait, et que ces gens, ils existent, qu'ils ont une véritable volonté, que ce sont des résistants, que ce sont des libertaires, que ce sont des gens qui ont foi en un avenir meilleur et qui ont le droit de revendiquer ça. Est-ce que vous pouvez prendre votre instrument et nous interpréter un petit morceau pour notre plus grand plaisir? D'abord, dites-nous ce que vous allez nous jouer. Je vais faire une petite improvisation. Allez, c'est parti. Naïsam Jalal, en exclusivité sur TV5 Monde, Moulay Bachir Belkaïd. La musique n'est-elle pas propice à la réflexion? Ça vient directement à votre livre, L'Occidentalisme. Alors vous vous êtes dit qu'en Occident, il y avait des livres à profusion sur l'islam, sur les Arabes. On parle même d'orientalisme. Hein. On pense au regretté Edward Said. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette question? C'est la curiosité. Et d'ailleurs, certains chercheurs comme Bernard Lewis expliquent que le manque de discours arabo-musulmans sur l'Occident, c'est que les Arabes manquent de curiosité. Et d'ailleurs, la preuve, donc, ce livre illustre le contraire. Parce que la thèse d'Edward Said, de Bernard Lewis, nous ramène à l'europécentrisme, c'est-à-dire la curiosité qui est des curiosités des découvertes. Et donc les Arabes,
doivent aux Européens cette espèce de découverte. Et donc, ce qui nous ramène à l'europécentrisme. C'est la supériorité de la culture occidentale sur la culture arabo-musulmane. Or, c'est faux, et archi faux. Il y a certains chercheurs arabes aussi qui disent que l'absence du discours arabo-musulman sur l'Occident est issue de l'environnement des Arabes, surtout l'environnement géographique. Et ça date depuis avant l'islam. Et ça, c'est faux, parce que l'histoire nous a montré qu'il y a des Arabes qui se sont convertis au judaïsme, qui se sont convertis au christianisme, donc ils ont connu ces religions. Ils ont échangé. Ouais. Donc cette thèse également est fausse. La troisième thèse, c'est celui, par exemple, d'Edward Said, qui dit que jusqu'au XVIIIe siècle, la conscience arabo-musulmane était locale. Et donc, c'est cette localité qui explique l'absence des discours. Or, cette thèse n'est pas commode de mon point de vue, même si Edward Said reste mon maître. Ouais. C'est qu'à cette époque-là, l'Empire ottoman était une puissance. Un empire, ouais. Un empire et qui domine l'Europe. Et donc cette expansion, malgré tout, n'a pas donné lieu à un discours arabo-musulman sur l'Occident. Donc, pour moi, la thèse que je défends, c'est que l'absence de discours est liée surtout au type de pensée post-Ghazali. Ghazali est décédé en 1111. Depuis cette date-là, la raison arabe a connu un naufrage. Et depuis, elle n'a jamais relevé la tête. Et c'est ça le problème des discours, du savoir. Pourquoi c'est un problème? Quelle est la conséquence de cela, dites-vous? Le fait de ne pas s'intéresser à l'autre, de ne pas être critique? C'est parce que ce type de pensée nous a inculqué qu'il n'y a rien à espérer d'autrui. L'autre, c'est l'infidèle. Et donc, à partir du moment où c'est l'infidèle, donc, la vérité absolue n'est pas de son côté. D'ailleurs, j'ai avancé pas mal d'arguments pour expliquer, mais je laisse le soin aux lecteurs et aux téléspectateurs de découvrir. D'ailleurs, vous écrivez « On est au cœur, si j'ose dire, du mythe sauvage infidèle ». Le mythe sauvage infidèle, on pense à Edward Said, à l'instar de celui du bon sauvage. Le bon sauvage, pardon, celui d'Edward Said. Oui, et par rapport à... Oui, tout à fait, parce que quand on lit, par exemple, la relation de voyage d'Ibn Ibn Fadlan. Ibn Fadlan, pardon. Donc, on est au cœur, effectivement. À l'époque, il est parti. On va chez les autres et on note des impressions, on note tout ce qui est au niveau on peut dire même si c'est de l'ethnographie, avant l'heure. Mais juste après, donc, mais reste quand même. Ouais. On ne cherche pas à se liquéfier à l'autre, contrairement, par exemple, au romantisme européen, qui cherchait à se liquéfier dans l'espace de l'Orient à l'époque. Mais quel est votre appel aujourd'hui? Vous appelez à quoi? Vous dites par exemple, pourquoi cette culture n'arrive-t-elle pas à produire une culture du second rentrée critique et découvreuse? Qu'est-ce qu'il faudrait comme déclic? Comme déclic, il faut d'abord considérer l'autre comme une différence à part entière. Il n'est pas l'infidèle, il n'est pas le modèle à suivre, c'est un autre. Point à la ligne. Comme le musulman qui est un autre. L'autre, c'est l'autre, moi, c'est moi. Mais ce n'est pas par une logique de dissolution ou un processus de se liquéfier. Non, non, non. Et il est là, chacun est destiné à rester le même et l'autre. Alors, une fois n'est pas coutume, on ne va pas entendre le petit jingle, la petite musique de notre séquence atmosphère, vos coups de cœur respectifs, que je vais citer tout de même. Naïsam Jalal, vous avez choisi le grand écrivain, psychiatre, militant tiers-mondiste et militant indépendantiste algérien Frantz Fanon, Moulay Bachir Belkaïd. Vous avez choisi, vous, Mohamed Talbi, pour rendre hommage à sa pensée. L'islam n'est pas voilé, il est culte, le jeu de mots est la rénovation de la pensée musulmane. Voilà donc pour vos deux coups de cœur respectifs. Merci à vous d'être fidèles à MOE. On va se quitter peut-être en musique avec vous. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais avec Rhythm of Resistance, El Mot Wala Al Mazala, la mort plutôt que l'humiliation. C'est bien cela, Naïsam Jalal. Merci à vous d'être venu. Merci. Bon concert à vous aujourd'hui à l'Institut du Monde Arabe à Paris. Merci Moulay Bachir Belkaïd. Merci à vous. Place à la musique donc.
Applaudissements